Bonjour, docteur Alongo. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes venu ici dans notre chaîne JMM TV. C'est pour une préoccupation que vous avez soulevée. Alors, comment vous présentez la journée d'aujourd'hui par rapport aussi à l'information que nous avons reçue que la communauté congolaise est en deuil. Notre confrère camarade Dokolo n'est plus. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, d'abord, je pense que aujourd'hui, nous allons surtout répondre à monsieur Moïse Nyarugabo. Monsieur Moïse Nyarugabo Moïse Mugeho, qui a tenu des propos choquants, des propos menaçants vis-à-vis du peuple congolais et a qualifié monsieur le député Mouindo de populiste. Voilà pourquoi nous avons pensé donner une réponse ferme de la diaspora congolaise à cet homme. Mais avant de commencer notre déclaration, nous allons présenter d'abord nos condoléances à la communauté congolaise tout entière et particulièrement à la famille de l'illustre disparu M. Sindika Dokolo, qui s'était évertué à combattre, à lutter pour la libération effective de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est un patriote, un combattant qui vient de nous quitter et nous sommes très affectés par cette nouvelle qui nous est parvenue hier soir, le 29 octobre 2020. Nous avons appris qu'il est décédé à Dubaï lors d'une plongée sous-marine. Alors, nous présentons nos condoléances une fois de plus à toute la grande famille de la communauté congolaise. Et puis, nous disons que nous allons continuer la lutte. Nous n'allons pas baisser les bras et nous pensons que sa mort va raviver la flamme de notre combat parce que il demeure pour nous un exemple de patriotisme et de détermination pour son pays. Voilà pourquoi nous présentons nos sincères condoléances au peuple congolais qui vient de perdre l'un de ses dignes fils, en la personne de M. Sindika Dokolo. Parlons maintenant de la situation réelle qui prévaut dans notre pays et comme tout le monde le sait, M. Nyarugabo Moïse Mugeyo a tenu des propos qui ont offusqué plus d'un Congolais. Voilà pourquoi nous avons pensé lui donner une réponse nette et claire contre ces diatribes. Nous disons diatribes parce que nous sommes convaincus qu'il n'a pas bien tourné sa langue 7 fois avant de parler. Et Moïse Nyarugabo doit savoir qu'il est juriste et il a exercé comme avocat. Donc, en tant que juriste, il se doit de bien réfléchir avant de sortir n'importe quelle phrase de sa bouche. Et ces propos menaçants, intimidateurs, loin de nous intimider, ravive encore la flamme de notre détermination. Nous lançons donc un appel à tous les Congolais de partout afin que cet homme et sa bande soient mis hors d'état de nuire.
Nous ne pouvons pas accepter de tels propos injurieux vis-à-vis de la souveraineté de notre pays. Moïse Nyahougabu doit savoir que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Donc, comme il est là, s'il se dit Banyamulenge, Mouyamulenge, donc il n'est pas Congolais. Et si c'est de cette façon qu'on peut acquérir la nationalité congolaise, nous sommes bien désolés. Certains attribuent à ces Banyamulenge la nationalité congolaise. Je vais faire un récapitulatif en disant ceci, que le 27 décembre 1892, quand il y a eu décret royal créant la nationalité congolaise, mais celle-ci était donc soutenue par 4 piliers pour devenir congolais. Il y avait 4 piliers. On ne devenait pas congolais comme ça. Et les 4 piliers, c'était quoi? On était congolais parce que on était né d'un parent ou des 2 parents congolais nés sur le territoire de l'État indépendant du Congo. Ça, c'était le premier pilier. On était congolais parce qu'on était né des parents congolais et sur le territoire de l'État indépendant du Congo. Si vous êtes né à l'extérieur de l'État indépendant, des territoires de l'État indépendant du Congo, vous revenez. Il y a 2 parents qui vont, par exemple, au Gabon, j'ai toujours donné cet exemple, qui mettent au monde un enfant au Gabon. En revenant au Congo, ils doivent, n'est-ce pas, utiliser le 4e pilier qui est le pilier de l'option. Ils devaient opter pour la nationalité congolaise en faveur de leur enfant. Vous allez comprendre, je l'ai dit qu'il y avait 4 piliers. Le 2e pilier, c'était la naturalisation. La naturalisation, c'est quelqu'un qui n'a jamais la nationalité congolaise, qui n'est pas congolais d'origine, mais qui veut devenir congolais. Et à cette époque-là, la nationalité congolaise était aussi ouverte à d'autres personnes. Et 3e, il y avait l'enfant trouvé. Un enfant qui était trouvé sur le territoire congolais, des parents inconnus, avait la nationalité congolaise. Mais pourvu que ses parents ne puissent pas apparaître avant qu'ils puissent atteindre 18 ans d'âge. Alors, si les parents apparaissent, automatiquement cette nationalité congolaise disparaît. Parce que les parents sont soit camerounais, soit gabonais, soit belges, je ne sais pas moi. Donc c'est comme ça. Donc je vais simplement démontrer que même en 1892, cette nationalité-là était ouverte à d'autres personnes. Et que quand nous sommes en train de parler de la nationalité congolaise, il est suffisamment connu que la nationalité congolaise reposait sur l'article 6. L'article 6 de la Constitution de 1964. Cet article 6-là de la Constitution de 1964, qu'on appelait aussi la Constitution de Louloabourg, reposait sur les tribus. Donc, on avait la nationalité congolaise selon l'article 6 de la Constitution du 1er août 1964, de la Constitution de Louloabourg. L'article 6 disposait ceci. Il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée à la date du 30 juin 1960 à toute personne dont l'un des ascendants, c'est-à-dire parents ou grands-parents, parents, donc papa, maman ou aïeul, des ascendants et ou, donc l'un dont un des ascendants est ou a été membre d'une tribu ou d'une partie de tribu établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Donc,
on mettait un accent sur la tribu. Et je m'en vais ici démontrer ce qu'était la tribu. Donc, pour parler de la tribu, vous devez savoir que l'autorité coloniale belge avait, n'est-ce pas, donné des indications sur la tribu. Donc, ces indications-là ont été aussi suivies par les autorités congolaises. Et quand on parlait d'une tribu, la tribu au Congo, à cette époque-là, reposait sur un certain nombre d'éléments. Voilà. Attendez. Je vais dire ceci. Selon la loi coloniale, cette loi coloniale était aussi reprise par les autorités congolaises après l'indépendance. Pour être une tribu ou une ethnie, il faut remplir 3 conditions. Quelles sont ces conditions? Avoir une langue se rapportant à la tribu qui donne son nom à la tribu. Donc la langue donnait le nom à la tribu. Exemple, Kimbala. Ça donnait le nom de Bambala, Mbala à la tribu. Il faut qu'il y ait d'abord une langue. Kimongo. Ça donnait le nom au Bamongo ou au Mongo. Le Kiteke, cette langue-là, donnait le nom de Teke à ce peuple-là, à cette tribu-là, la tribu des Bateke. Ça, c'est le premier élément, la langue. Le deuxième élément, il faut, pour que la tribu puisse exister, il faut avoir une chefferie qui sous-entend un chef. Ici, entendez le roi traditionnel. Donc, une chefferie. Il faut qu'il y ait une chefferie. Chefferie sous-entend un chef. Et le chef ici, nous sous-entendons le roi traditionnel qu'on appelle au Rwanda Umwami, au Kivu Mwami, à l'Équateur Kumu, chez les Bakongo on appelle Fumu. Et 3, parce qu'il y avait 3 éléments pour parler d'une tribu. Avoir un territoire précis et bien défini avec celle de la tribu voisine ou reconnue par les autres tribus. Donc, il y avait 3 éléments, la langue, la chefferie et un territoire bien précis et bien délimité, reconnu par les autres tribus. Et cette loi-là coloniale était reprise par les autorités congolaises après l'indépendance. Donc là, c'était pour mettre un accent sur l'article 6 de la Constitution du 1er août 1964, parce qu'il faut savoir que dans la première Constitution, puisque cette Constitution nous avait été léguée par les Belges à l'indépendance, c'était pratiquement la copie conforme de la Constitution belge. La toute première Constitution congolaise écrite par les nationaux, par les Congolais eux-mêmes, c'était la Constitution de Loulabou ou du 1er août 1964. Et c'est cette Constitution qui avait maintenant consacré quelques lignes sur la nationalité. Donc, il existe une seule nationalité congolaise. Elle est attribuée à la date du 30 juin. Vous comprenez donc? En 1964, il y avait une sorte de rétroactivité à toute personne dont l'un des ascendants. Donc, si vous êtes une personne, vous avez un des ascendants qui a été membre d'une tribu ou d'une partie des tribus établie sur le territoire du Congo avant le 18 octobre 1908. Donc, si vous regardez les écrits de Olga Bond et Mass, vous allez vous rendre compte que parmi les ethnies, les tribus répertoriées, il n'y a jamais eu la tribu Banyamulenge. Et que, comme
les Banyamulenge, dont Nyarungabo, Rubero et consorts se disent Banyamulenge, donc ce n'est pas une tribu à l'époque, et qu'ils vont prétendre, voilà, la constitution actuelle nous consacre ou nous donne la nationalité. Mais écoutez, la constitution actuelle en vigueur au Congo, d'abord c'est une constitution programme. Nous avons deux sortes de constitutions. La constitution loi et la constitution programme. La constitution loi, c'est celle qui donne, qui reflète les aspirations du peuple. C'est ça la constitution loi. La constitution programme, c'est une constitution qui reflète la volonté d'un dictateur, de l'autorité morale, un Rwandais devenu par la force des choses président du Congo pendant 18 ans, d'un dictateur, d'un tyran ou des occupants. Parce que notre pays est aujourd'hui sous occupation. Donc, Moïse Nyarungabo ne peut pas se permettre d'intimider le peuple congolais, de nous menacer dans notre propre pays. D'ailleurs, quand vous regardez même la constitution de 1900, la constitution de 1900, la constitution de l'époque, vous allez même bien vous rendre compte que cette constitution mettait, la constitution de 1964, cette constitution mettait un accent sur la bonne conduite de la personne. Donc, on ne pouvait pas... Donc, l'article 6 de la loi qui consacrait la Constitution, donc du décret loi du 18 septembre 1965, portant loi organique relative à la nationalité congolaise, l'article 6 disait, pour pouvoir obtenir la naturalisation, il faut être majeur, avoir sa résidence habituelle au Congo pendant 15 années qui précèdent le dépôt de la demande. Et le troisième point, c'était quoi? Être de bonne vie et mœurs et n'avoir pas été condamné à une peine privative de liberté supérieure. Donc, bref, il est exigé un casier judiciaire vierge. Mais avec tout ce que les Nyarugabo sont en train de faire, aujourd'hui, je lance un appel à tous les Congolais, où que nous soyons, pour que nous puissions tout faire pour mettre Moïse Nyarungabo et sa bande Rouberois hors d'état de nuire. Pour nous, il n'y a pas d'interpellation. Il faut les arrêter, il faut les mettre hors d'état de nuire. C'est des criminels. Rouberois est tenté d'entretenir une milice qu'on appelle Gobino et les autres. Toutes ces bandes de criminels qui tuent. Et c'est eux, comment pourrais-je dire, le mastermind, les auteurs intellectuels de tous ces crimes qui se commettent à Minembwe ou à l'Est. Alors c'est des gens qu'on doit arrêter et mettre hors d'état de nuire. La nationalité ne s'obtient pas par intimidation, par menace. Avec de telles menaces, il n'y a pas lieu de donner une suite positive à ces gens. Même s'ils devaient introduire la nationalité. Normalement, la nationalité congolaise n'est pas figée. Nous acceptons que les étrangers deviennent des Congolais. Mais pas des étrangers de ce genre-là. Qui menacent, qui ont tué. D'ailleurs, ils méritent l'arrestation immédiate. Ces gens doivent, Moïse Nyarungabo, Rouberois et tous ceux qui sont dans l'armée, qui n'ont pas été identifiés, qui viennent comme ça, du jour au lendemain, ils deviennent colonels, généraux. Il faut qu'ils soient arrêtés. Peuple congolais, trop c'est trop, nous devons les mettre hors d'état de nuire. Nous ne devons pas nous laisser faire comme ça. Donc, il ne faut pas interpeller Nyarungabo ou Moïse Nyarungabo ou Rouberois. Non, nous avons étudié avec Rouberois à l'université de Lubumbashi. On l'appelait par son petit nom, puisqu'il jouait au football, on l'appelait Roubesh. Alors, on le connaissait, il se faisait passer pour originaire du Kivu. Mais à cette époque-là, nous savions très bien que c'était des Rwandais. Ils se réunissaient en ville, dans le bâtiment du Kofaza, on le savait. Mais puisqu'à cette époque-là, il n'était pas, on ne le voyait pas venir. On ne croyait pas qu'ils allaient être dangereux comme ça.
Mais si à cette époque-là, on savait qu'ils étaient comme ça, on n'allait même pas leur accorder l'hospitalité. Les documents renseignent que Roubero a demandé la nationalité vers les années 70 à Lubumbashi. Alors aujourd'hui, il est congolais. Et il s'est dit, Banyamulenge, Munyamulenge. Mais je viens de démontrer ici que la tribu, c'est ce qu'il y a. Je viens de démontrer que c'est une tribu. Donc, nous n'allons pas nous laisser faire comme ça. Et que les Banyamulenge, normalement, ce terme est venu de Gisaro Muhoza et Isaac Frédéric. C'est lui qui avait inventé ce terme-là. Et comment cela est venu? Ce terme-là, c'est comment? Monsieur Gisaro Muhoza, qui était commissaire du peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait demandé à un étudiant d'écrire d'écrire un mémoire. Attendez, je vais retrouver ça tout de suite là, pour donner des précisions, parce qu'on ne peut pas continuer à parler comme ça pour parler, mais il faut donner toutes ces précisions pour que ces gens arrêtent de raconter n'importe quoi. Je vais donner toutes ces précisions ici. Voilà. Donc, c'est comme ça que, voilà. Muhoza Frédéric avait demandé à un étudiant qui était en ce moment-là, qui faisait son mémoire à l'ISP ou à l'ISDER, je pense que c'est l'ISP, et il a écrit, pour flouer les gens, pour démontrer que les Banyamulenge étaient arrivés il y a longtemps au Congo. Mais nous le savons très bien que les Banyamulenge, c'était une invention de 1976 ou 1976. Mais avant cela, ce terme n'existait pas. Mulenge, c'est une montagne du sud Kivu. Et quand les 12 familles qui sont venues au Congo et qui ont bénéficié de l'hospitalité légendaire, certaines sources parlent de 26 familles, avec leurs troupeaux bien entendu, et on leur a indiqué le plateau d'Intombwe vers les montagnes Mulenge. C'est là qui devaient être leurs troupeaux. Mais il y avait les Hutus, les Tutsis, et même les gens venant du Burundi. C'est ces gens qui sont venus chez nous. Alors, donc, pour se différencier des autres Banyarwanda qui venaient, parce qu'eux aussi, ils étaient les Banyarwanda, ils sont des Banyarwanda. Et pour se différencier de ceux qui venaient après, ils ont dit, nous sommes les Banyamulenge, et ils sont les Banyarwanda. C'est comme ça que le terme est né. Donc, nous n'allons pas nous permettre ici d'accepter des menaces d'un certain Moïse Nyahugabo qui dit que nous allons mourir, tout ça. Non, 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 pas du tout. Et d'ailleurs, cette constitution à laquelle on fait allusion, quand vous lisez très bien l'article 218 de cette constitution, qui a été faussement modifiée le 20 janvier 2011, par la loi numéro 11/02 du 20 février 2011. Et la révision constitutionnelle qui a eu lieu chez nous, et vous devez savoir que cette constitution actuelle est irrégulière, illégale et même anticonstitutionnelle. Ils ne peuvent pas se fonder sur cette constitution. Parce que l'article 218 dit très bien, la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par un référendum sur convocation du président de la République. En 2011, quand il y a eu révision constitutionnelle, celle-ci n'a jamais été soumise au référendum. Le président de la République, par défi qui était à cette époque-là, n'a jamais convoqué un référendum pour approuver cette révision constitutionnelle. Cela veut dire en d'autres termes que la constitution actuelle, telle qu'elle est là, c'est une fausse constitution, c'est une constitution irrégulière, c'est une constitution illégale et anticonstitutionnelle. Ils doivent arrêter de s'appuyer sur cette constitution, parce qu'elle est fausse.
Mais à compte à Moïse Nyarugabo, il n'y a pas une mise en garde, mais seulement nous lançons un appel à tous les Congolais, où que vous soyez. Nous lançons un appel aux militaires congolais. Vous qui êtes Congolais de vrai, de pur sang, mettez Moïse Nyarugabo, Roubaix-Roy et toutes les bandes, toute la bande, mettez-les hors d'état de nuire. Nous ne devons pas accepter de telles menaces. On nous menace dans notre propre pays, alors que nous sommes un peuple souverain. Moi, je suis convaincu que maintenant, c'est une guerre qui est déclarée et nous devons nous y mettre. Le peuple congolais ne doit en aucune façon reculer devant de telles menaces. Parce que d'ailleurs, quand vous lisez la convention de La Haye du 12 avril 1930, les autorités d'un pays sont souveraines pour décider de leur nationalité. Vous ne pouvez pas venir nous intimider comme ça. Ils ne sont pas Congolais. Les Moïse Nyarugabo ou Roubaix ne sont pas des Congolais. Ils doivent au contraire être poursuivis pour les crimes qui ont été commis ou qui sont en train de se commettre aujourd'hui. Et ils doivent être poursuivis pour usurpation d'identité, je veux dire, de la nationalité congolaise, et pour association de malfaiteurs, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et tous les autres crimes. Crimes d'agression, crimes contre l'humanité, crimes de génocide. Ils doivent être poursuivis pour cela et il faut qu'ils soient arrêtés, condamnés. Voilà un peu ce que j'ai pensé à dire aujourd'hui par rapport aux déclarations tapageuses, menaçantes de Moïse Nyarugabo. Nous ne pouvons pas nous laisser faire, peuple congolais. Nous devons être plus que déterminés. C'est une déclaration de guerre. Donc, il faut que nous puissions les mettre hors d'état de nuire. L'heure a sonné. Merci.